Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcours, nouveau directeur sécurité pour faire avec lui le chemin de sa vie professionnelle, en savoir plus sur son expertise et ses missions qui l'ont mené de l'infanterie au prestigieux poste de directeur de la Sûreté Group de Naval Group. Bruno Dran, bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur. Alexandre. Ah oui, je préfère. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Vous êtes donc directeur de la Sûreté Group de Naval Group. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le leader européen du naval de défense au service des missions stratégiques de plus de 50 marines. C'est un maître d'œuvre, en fait, industriel, concepteur et intégrateur d'ensemble des navires armés et des systèmes de combat. Avant de reparler de tout ça, j'aimerais bien savoir d'où sont originaires mes invités. D'où venez-vous ? Alors, si vous me dites du bureau, ça va pas le faire. Il y a peut-être une différence en où suis-je né et d'où je viens. Ouais. Je suis né, Alexandre, en Tunisie, un peu par hasard, en 1959, parce que mon papa y était à l'époque, dans ce protectorat, sous-officier dans l'armée de l'air. Ah, il y avait déjà un papa officier. Sous-officier. Mais peu de temps après, donc, nous sommes rentrés en France, c'était donc dans le cadre de la fin du protectorat. Et mon père, peu de temps après, a quitté l'armée de l'air et a rejoint donc comme employé un bassin industriel qui est celui de Sochaux-Montbéliard. D'accord. Alors, où on trouve les usines Peugeot. Peugeot, bien sûr. Par contre, de passer de la Tunisie à Sochaux, vous n'avez pas fait une dépression ? J'avais 4 ans. D'accord, ça allait. Donc l'époque ne se prêtait pas à ce que je fasse une dépression. Donc, est-ce que le fait d'avoir un papa dans l'armée fait que, enfant, vous rêviez d'être militaire ? Pas forcément, d'ailleurs. Moi, comme j'ai grandi, donc, l'enfance et l'adolescence, je l'ai passé à côté des usines Peugeot. Pour vous planter un peu le décor des usines Peugeot, quand même, à cette époque-là, Sochaux-Montbéliard, c'est 2 petites villes qui se touchent. Admettons, c'était 20 000 habitants. Ouais. Peugeot, les automobiles Peugeot sur ce bassin industriel-là, c'était 36 000 employés. Ah oui, d'accord. Donc, si vous voulez, c'était un peu une ville-usine tout tournait autour de cette ville-usine. Donc, moi, j'ai grandi quand même à côté d'une ville-usine où on sortait donc des automobiles à la chaîne. Donc, à cette époque-là, à travers mon père, ce qu'il avait vécu, qui lui avait donc vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui s'était engagé en 1944 avec ce regard militaire. Avec cette époque-là aussi, il faut quand même ne pas oublier qu'à cette époque-là, on avait le pacte de Varsovie, on avait le rideau de fer. Donc moi, j'étais un peu selon 2 choix possibles. Enfant, adolescent. Vous hésitiez entre ingénieur civil ou l'école des officiers, c'est ça ? C'est exactement ça, Alexandre. Moi, vous vouliez faire l'école de l'air même ? Moi, j'ai hésité. Alors, les 2 choix possibles en terminale, c'était soit partir sur une carrière ingénieur civil, ferroviaire, les motos, les voitures, des choses comme ça, ou partir sur une carrière d'officier. Mais ce qui me passionnait à travers le regard de mon père, donc, c'était être pilote de chasse. Le hasard fait que moi, j'ai été pris dans un lycée militaire, qui est le Prytanée militaire de la Flèche, en 1976, après mon bac. Et donc là, le hasard a fait donc, que je m'oriente vers une carrière pour rentrer dans une école d'officier. D'accord. Alors, comme je voulais être pilote de chasse, initialement, je voulais passer le concours de l'école de l'air. Un hasard a fait que je me suis retrouvé inapte pour être personnel navigant à cause de la vue. Truc tout bête, à l'époque, on m'avait décelé une myopie latente, c'est-à-dire que ce qui est embêtant pour piloter, je pouvais plus tard devenir myope. Je ne le suis jamais devenu, ouais. Mais c'était une cause d'inaptitude. Donc, à cette époque-là, en choix de concours, moi, j'ai choisi, ne pouvant être pilote, l'option aventure et grand air. Et donc, moi, j'ai rejoint l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Coët-Quidan. Alors, en 80, vous êtes commandant de compagnie, chef de section d'élèves officiers saint-cyriens et chef de section d'infanterie en Allemagne. Est-ce que vous restez, là c'est une période de 15 ans, mais vous restez 15 ans en Allemagne ? Non, alors je vais vous préciser, vous détailler tout ça. Et pas trop, parce qu'on a beaucoup de choses à voir quand même, hein. Sinon on va rester 4 heures à l'antenne, et on n'a pas autant de temps que ça, hélas, j'adorerais. La partie aventure et grand air et donc infanterie, c'est une partie un peu classique d'une carrière d'officier saint-cyrien. Bon, ça commence par être chef de section en Allemagne dans un bataillon d'infanterie mécanisée, avec toujours derrière l'idée du rideau de fer, les forces soviétiques, etc. Donc ça, c'est 3 blindés, 30 à 40 personnels. Après, c'est retour à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr pour commander une section d'élèves officiers saint-cyriens. Et après, retour à nouveau en Allemagne, dans les années 87-90, pour commander une compagnie. Une compagnie, c'est 150 personnes, 16 blindés. Et c'est à peu près l'époque de la chute du mur.
D'accord. Voilà, là on est en 1990. Le mur est tombé. Oui. Et alors, vous, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, je passe rapidement, là, pour pas, j'allais dire, ne parler que de ça. 2-3 ans, une affectation plus tard, moi je passe le concours de l'école de guerre. Oui. Et ça se passe en 1992. Moi j'ai choisi l'option sciences, puisque j'étais de recrutement scientifique. Ouais, Donc. ouais, ouais. Et à l'époque, les scientifiques, on devait partir en école d'ingénieur. C'est là qu'il y a un hasard à nouveau heureux de carrière. C'est, moi, je propose d'aller faire un cursus ingénieur à Supaéro, à Toulouse, parce que j'aimais bien les avions, comme oui. vous l'avez pu le deviner. Mais le général orienteur me dit, c'est bien mon jeune ami, mais il faut suivre l'option systèmes spatiaux. Ah. Donc là, il y a un deuxième marquant dans ma carrière, qui est le renseignement, parce que qui dit systèmes spatiaux dit virgule systèmes spatiaux d'observation. C'est l'époque des lancements des satellites Helios d'observation. D'accord. Qui m'amène à avoir un deuxième marquant renseignement. C'est plutôt les satellites. On est en 1996 à ce moment-là. 96. Vous prenez la direction justement de la direction du renseignement militaire à Creil. Vous êtes référent programmes spatiaux d'observation, chargé de l'adaptation renseignement aux frappes en profondeur. Pour être plus précis, parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas bien, donc c'est uniquement sur les satellites là? Alors, mon premier job à la direction du renseignement militaire, comme lieutenant-colonel, donc c'était effectivement de travailler dans le cadre des programmes d'observation. Quand j'ai rejoint la direction du renseignement militaire, Helios 1 venait d'être mis sur orbite, donc oui. On avait déjà les premières images de satellites d'observation qui se sont avérées excellentes. Et moi, j'ai travaillé dans le cadre du prolongement qui était le programme Helios 2. Et en même temps, à l'époque, c'était la mise en place d'un certain nombre de systèmes type frappe en profondeur, les missiles de croisière, etc. Et donc, il y a eu de gros travaux aussi d'études sur quel était le renseignement nécessaire à des systèmes de frappe en profondeur. Donc, j'ai aussi travaillé dans ces domaines-là. Ça, c'est mes premières armes dans le renseignement. Ensuite, votre deuxième arme, c'est vous allez sur le terrain, chef de cellule renseignement en Bosnie et au Kosovo, en état-major interallié à dominante anglo-saxonne. Quelle était la situation là-bas en 1996 d'ailleurs? Alors, moi je suis arrivé, la paix était signée, je tiens quand même à le préciser. Ça, c'est fait. Donc là, c'était dans un état-major au sein de ce qu'on appelle, nous, une imposition ou un maintien de la paix. Les sujets à l'époque, dans le domaine du renseignement sur ce pays-là, c'était veiller pour maintenir la paix, à bien se renseigner pour que ça ne dégénère pas, c'est-à-dire que faisaient d'un côté ce qu'on appelait les bosno-serbes, que faisaient les bosniaques, que faisaient les bosno-croates. Ça, c'était les grands sujets pour voir si ça pouvait redégénérer. Et il y avait aussi un gros sujet, c'était bien sûr les criminels de guerre. C'était la période où on a commencé à chasser les criminels de guerre. On avait commencé un peu avant, mais c'était une période des prolongations. Donc là, ça veut dire quoi? C'est travailler avec aussi les forces spéciales. On a vu des documentaires là-dessus, effectivement, où ils ont participé. Que ce soit à un niveau interallié ou à un niveau national, forcément, le renseignement travaille forcément en coordination avec des forces, j'allais dire qu'on appelle conventionnelles, et évidemment des forces spéciales, puisque les forces spéciales, par rapport à la recherche et à la traque des criminels de guerre, elles étaient effectivement très impliquées. Très impliquées et ont participé à la capture d'un certain nombre d'entre eux. En 2001, vous êtes colonel, chef de corps du 1er régiment de tirailleurs. Vous avez sous vos ordres 1100 personnes, chef de groupement en opération extérieure. Alors, Kosovo toujours, mais aussi la Côte d'Ivoire. Au sein d'une force là, multinationale, avec beaucoup de missions sur le terrain, là, à ce moment-là, pour vous? Oui, alors le contexte de l'époque, j'allais dire le pacte de Varsovie s'était effondré, les rouges, comme on les appelait à l'époque, avaient un peu disparu. C'était l'époque aussi de la professionnalisation d'un certain nombre de régiments, voulu donc par le président de la République, Jacques Chirac. Et donc, la première mission que j'ai eue en tant que chef de corps avec le 1er régiment de tirailleurs, c'était une mission qui était quand même assez classique en quelque sorte. C'était c'était du maintien de la paix, mais sous égide de l'OTAN. C'était donc assurer la sûreté de la ville de Mitrovica, qui était une ville très partagée, entre d'un côté une population albanophone au sud d'une rivière qui s'appelle l'Ibar, avec une population serbe qui était au nord de l'Ibar. Donc il fallait veiller à ce que tout ça ne dégénère pas à nouveau, et il fallait veiller à ce que de plus en plus les gens se parlent.
Donc c'était une mission. Là, on était dans une... Ce qui est assez étonnant quand on fait le différentiel entre Mitrovica et la Côte d'Ivoire. Première différence, la mission de Mitrovica, c'était une mission, donc, en quelque sorte, de maintien de la paix, d'imposition de la paix dans un cadre OTAN, sur un petit secteur de terrain à forte densité de population, puisque j'avais environ 8 à 900 personnels et un certain nombre de blindés, pour aller 4 km², une ville de 70 000 habitants. Alors que la mission suivante de déploiement en Côte d'Ivoire, c'est une mission complètement différente, puisque le régiment, toujours le premier tirailleur que je commandais, on était déployé sur un rideau qui faisait 400 km. Oui, rien à voir. On passe de 4 km² à un rideau de 400 km, avec une mission d'interposition, de maintien de la paix, entre des forces rebelles au nord qui avaient voulu prendre le pouvoir par rapport au président Gbagbo, qui était donc en zone nord, et le premier régiment de tirailleurs avec d'autres détachements alliés, et les forces pro-Gbagbo au sud. Voilà. Mais finalement, toujours des missions pour essayer de préserver la paix. Oui. Vous êtes un homme de paix. Oui, vous n'avez pas fait la guerre. 2003, expert opérationnel, animation de l'inspection multidomaine d'une vingtaine de formations par an. Alors, il s'agit de quoi et c'est quel type de formation? Donc, à cette époque-là, j'étais à l'inspection de l'armée de terre, en accompagnement de ce qu'on appelle un général inspecteur. Moi, j'étais chargé de préparer l'inspection de ce général inspecteur, ensuite, pendant l'inspection, de l'aider à voir ce qui était, j'allais dire, satisfaisant et de ce qui pouvait progresser dans les régiments inspectés. Les régiments inspectés, moi, je m'occupais du domaine infanterie, puisque c'est mon premier marquant de carrière. Après, qu'est-ce qu'on regarde dans un régiment qu'on inspecte? On regarde l'éventail de ce qui font la qualité d'un régiment d'infanterie. Il y a déjà la ressource humaine, c'est-à-dire les effectifs, sont-ils présents? La formation, le moral, l'entraînement, la valeur physique. On regarde tout ça. Les niveaux d'entraînement. Et on leur apporte de nouvelles formations également? À l'issue d'une inspection, on établit un bilan et on dit ce qui est bien. Et ce qu'il y a de bien, ce n'est pas le plus important. On détermine des marges de progrès. Voilà. Et donc, ça fait l'objet d'un compte-rendu. Et ensuite, les mesures qui sont établies dans le compte-rendu doivent être prises en compte. Et de mois en mois, on regarde si elles ont été prises en compte. Ça, vous faites ça pendant 3 ans? Oui. Vous voyagez beaucoup de ce fait? Oui. Surtout en France ou un peu? Oui, c'est surtout en France, puisque le domaine infanterie, la vingtaine de régiments d'infanterie, enfin les 20 d'ailleurs, régiments d'infanterie sont basés pour la plupart en France, et quelques-uns sont aussi, il y a quand même certaines formations qui sont basées outre-mer aussi. Oui. Alors, 3 ans après, on est en 2006, vous êtes chef du J2, fonction de renseignement interarmé, qui a pour objectif, le J2, de contribuer à la planification et à l'appréciation des situations, mais aussi d'apporter l'appui de renseignement de niveau stratégique. Alors moi, j'ai un petit peu cherché, parce que je ne savais pas ce que c'était que le J2. Je connaissais une camionnette qui s'appelait J2, mais je pensais que c'était ça. Alors j'ai découvert d'ailleurs, de façon assez rigolote, l'expression d'un directeur du renseignement militaire, qu'on ne citera pas, d'ailleurs il n'était pas cité, qui dit que le J2 est là pour dire au chef ce qu'il doit faire, le J3 va dire comment le faire, et le J4 dira s'il peut le faire. C'est un peu sur le fond de l'humour, mais c'est assez proche de la vérité. Alors, je vais essayer de me souvenir des acronymes et les chiffres qui vont avec les acronymes. Alors, je rembobine tout ça. Le J2, c'est le pion renseignement dépendant de la direction du renseignement militaire, mais ce pion, il est déployé au centre de planification et de conduite des armées. Donc ça s'appelle le CPCO. Et ce J2, donc, il a en quelque sorte 2 missions. Il doit, du renseignement lui arrive, du renseignement, j'allais dire, qui arrive des théâtres d'opération, par exemple, première chose. Il a un renseignement qui lui arrive aussi de la direction du renseignement militaire. Et avec tout ça, il doit, en quelque sorte, établir des points de situation. Et il établit un point de situation tous les matins au profit des hautes autorités de l'état-major des armées et des autorités de l'État français, notamment en vue des hautes autorités. Ça va jusqu'au niveau de la présidence de la République, par exemple, ou au niveau du ministre des Armées. Donc ça, c'est le volet ramener des éléments de situation et les synthétiser et apporter une appréciation. Et la deuxième mission du J2,
c'est d'organiser le renseignement quand il y a un déploiement d'une opération française quelque part. On doit déployer des moyens, il faut déterminer lesquels et il faut les organiser entre eux et les organiser par rapport au dispositif de renseignement en France. Donc c'est un travail d'organisation. Alors voilà ce que fait le J2. Le J3, lui, c'est la conduite des opérations militaires. Et ensuite, moi je vais plutôt citer le J4, c'est la logistique, et un autre J qui est le J5, c'est la planification. C'est-à-dire que souvent, quand on prépare une opération militaire et qu'on déploie une force, c'est souvent le J5 qui, lui, prend en compte ce que propose la direction de militaire et son J2 en termes de montage de ce qu'on appelle de chaîne renseignement. Bon. Comme ça, c'est beaucoup plus clair pour nous, quand même. Merci beaucoup. En 2008, vous passez au sein d'une direction générale du ministère de la Défense comme chef de service. Vous faites du management opérationnel et technique. 1000 personnes, dont 200 ingénieurs que vous retrouvez sur sites sensibles en France métropolitaine, mais également outre-mer et à l'étranger. Déjà des rapprochements quelque part avec votre job actuel? Oui. Alors, cette époque-là, je vais essayer d'en parler d'une manière intéressante et sans rentrer dans certains détails. Donc, c'est dans le prolongement de la direction du renseignement militaire. Là, c'est une époque où ce que j'en ai ressenti, ce que j'ai observé, j'ai eu la chance de vivre la pleine montée en puissance du renseignement en France, qui se poursuit d'ailleurs, et d'un renseignement qui monte en puissance, notamment dans le renseignement technique, et qui est en adaptation à des opérations militaires, en quelque sorte, ou à des situations militaires. Je m'explique. Les années renseignement que j'ai vécues, on se retrouve avec des théâtres d'opération où là, c'est le retour de la guerre, j'allais dire. On a d'un côté l'Afghanistan, avec un élément marquant qui est l'embuscade de Surobi. On a l'arrivée du Sahel. Ça se termine ensuite lors d'une autre affectation. On voit arriver le conflit en Irak. On observe aussi l'Ukraine et la Russie. C'est quand même pas une grande nouveauté, puisqu'on a eu dans les années 2014, pour parler aussi de l'affectation suivante, qui est la direction du renseignement militaire, on a le sujet de l'Irak, on a le sujet de la Libye. Donc là, on a un renseignement qui monte en puissance par rapport à des opérations militaires sur le terrain. Soit l'armée française y est, soit elle pourrait y aller. En tout cas, il faut regarder tout ça. Donc c'est des années où on voit la montée du renseignement de certains domaines donc techniques, mais il faut organiser ça pour que ça fonctionne bien par rapport à une situation militaire. C'est la possibilité pour vous de vraiment rentrer dans le vif du sujet du renseignement et d'un métier qui vous sert encore aujourd'hui, oui. On le détaillera tout à l'heure, dans ce que vous faites chez Naval Group. L'un des métiers de directeur de la sûreté, bien sûr, c'est d'être au courant, puisqu'on est chargé de protéger son entreprise dans certains domaines, et pour protéger son entreprise dans certains domaines, donc déjà, il faut effectivement avoir une certaine appétence pour le renseignement. Et il faut aussi, quand on est directeur de la sûreté d'une entreprise, surtout une entreprise de défense, en termes de renseignement, il faut aussi être soutenu par un dispositif de l'État français. C'est ça. Et donc, en même temps, j'allais dire, il faut aussi connaître des gens et avoir des relations. On va le détailler tout à l'heure. Là, on est en 2010, général de brigade, donc vous montez en grade, chef de la division production et analyse recherche technique. Vous travaillez avec 1000 personnes, direction de projet, de système de recueil et d'exploitation. Puis en 2012, directeur technique adjoint avec 2000 personnes sous vos ordres. Vous avez de nombreux échanges à ce moment-là avec des partenaires étrangers et nationaux, dont l'ANSSI. Dans quel domaine très exactement? Comment ça se passe, ces partenariats, ces échanges? Alors, les plaisirs d'offrir, joie de recevoir, déjà, comme on dit dans le renseignement, ça s'échange. Donc, il est toujours bon d'avoir des échanges avec des services de renseignement alliés. Surtout que là, je reviens sur ce sujet de la montée en gamme et du retour de la guerre entre l'Afghanistan, le Sahel, par exemple, le sujet Russie-Ukraine ou la Libye. Il y a de quoi faire en termes d'échange de renseignements. La remontée des Russes aussi, on va le dire comme ça, on a de quoi faire en termes d'échange de renseignements. De même qu'en termes de relations avec des services, j'allais dire nationaux ou des entités nationales avec l'ANSSI, l'ANSSI, elle, son grand métier, donc, c'est de protéger les systèmes d'information, comme son nom l'indique, de sûreté des systèmes d'information. Donc forcément,
entre des services de renseignement et l'ANSSI, on a forcément, en quelque sorte, des relations, c'est évident. En 2014, vous êtes à la direction du renseignement militaire général de télévision, félicitations, Champagne, directeur adjoint, 2000 personnes, et vous êtes à l'initiative de la création de 2 nouvelles composantes de cette direction et puis d'un événement. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors, si vous ne voulez pas vous confier, non, c'est un sujet un peu sensible, mais... J'allais dire, cette formulation pourrait être un peu orgueilleuse, je vais ramener les choses, j'allais dire, à un certain niveau. Moi, j'ai eu quelques idées à cette époque-là, et le général Gomard, mon ancien chef... Qui est venu sur ce plateau à cette même place, on le salue. Et toujours ami, en quelque sorte, les a accueillis très favorablement. Donc la direction du renseignement militaire, à cette époque-là, elle aussi, elle a cherché à créer des entités sur le renseignement géospatial. Elle a cherché à monter en puissance aussi sur tout ce qui est renseignement que j'appellerais source ouverte par des moyens, j'allais dire, puissants. Donc oui, on a cette montée en puissance à cette époque-là à la direction du renseignement militaire, ce qui a amené aussi à une convention sur le renseignement géospatial, le renseignement géospatial, ça consiste en quelque sorte, pour faire très simple, à plaquer du renseignement de différentes natures, différentes origines, sur un fond géographique, à bien l'inscrire sur ce fond géographique pour en tirer le meilleur bénéfice. Voilà. Je saute très rapidement l'étape 2016. Hein, très rapidement, vous travaillez à des concours communs MINPON, des concours d'entrée à des écoles d'ingénieurs de haut niveau, avec 16 000 candidats. Et donc là, il y a des responsabilités de supervision un petit peu de ces concours, etc. Mais j'arrive directement sur 2019, puisque c'est votre entrée chez Naval Group comme directeur de la sûreté groupe, protection de la ressource humaine, des sites, de l'information, conception, conduite de la transformation de la filière sûreté. C'est 16 000 personnes quand même. Et là, c'est un travail où vous devez travailler non seulement avec des civils, mais aussi des militaires, puisque c'est du 50-50. Ouais. Comment ça gère différemment? Ça se manage différemment, un civil? Non. Garde-vous, pareil? Non, je rigole, mais... Là, vous avez des propos un peu caricaturaux sur les militaires. Alors déjà, je vais repartir sur la parenthèse du concours comme un MINPON. Quand j'ai quitté l'armée, je voulais faire quelque chose, mais autre chose. C'est-à-dire, je voulais changer de milieu. Bon, après, en quelque sorte, un cabinet de recrutement m'a contacté pour candidater à être directeur de la sûreté de Naval Group. Et là, j'allais dire, après 2 ans dans un milieu complètement différent, je suis revenu quand même dans un milieu que je connaissais plutôt. Oui, bon. Oui. Et puis il faut spécifier que c'est une entreprise quand même très sensible, puisqu'elle conçoit, fabrique, entretient et démantèle entre autres, sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins et autres navires de guerre. Redécrivons Naval Group aussi, et ce qui est marquant pour une entreprise comme Naval Group et la sûreté qui va avec. Naval Group, vous l'avez dit, c'est une entreprise de 16 000 personnes qui conçoit, construit, maintient en condition et parfois démantèle, ça veut dire démonter, détruire, des navires de combat, des navires de guerre, on va appeler un chat, de surface ou sous-marin. Et on me dit, chez Naval Group, et j'ai l'impression qu'ils ont raison, qu'un SNLE, c'est par exemple, il n'y a pas plus de technologie par rapport à un tel tonnage et à un tel cubage dans le monde. Un SNLE, c'est ce qu'il y a de plus technologique en termes de nombre de choses compliquées au mètre cube. Bon, et à la tonne. Donc et ce qui est marquant, c'est que c'est une entreprise, première chose, c'est une entreprise industrielle. Il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a des ouvriers très très qualifiés, le terme ouvrier n'est pas péjoratif, des ouvriers super qualifiés. Et c'est une entreprise qui a des ingénieurs, et c'est une entreprise qui a des grosses machines industrielles. Premier marquant. C'est réparti sur 10 sites. Deuxième marquant, c'est une entreprise de défense avec des tas de secrets à protéger, puisqu'elle produit des navires de guerre à 60% pour la marine française, à 40% pour des marines étrangères. Donc au bilan de tout ça, ce qui est très marquant dans une entreprise comme ça, c'est la protection du secret. Donc c'est très encadré. Oui, parce que nous sommes une entreprise de défense. C'est un avantage en quelque sorte, puisque comme nous sommes une entreprise de défense,
on a un dispositif qui est assez décrit dans ce qu'on doit faire pour protéger tout ça, pour protéger les infrastructures, pour protéger l'information, pour protéger les personnels. On a un dispositif décrit par l'État qui nous donne en quelque sorte un certain nombre de normes. Ensuite, pour revenir au sujet de défense, c'est une entreprise qui a beaucoup de secrets, évidemment. On ne va pas tourner autour du pot, et donc il faut protéger ces secrets. Donc la notion de réponse à des attaques pour embarquer les secrets de Naval Group, oui, ce n'est pas un vain mot. C'est un vrai boulot. Donc très encadré et très contrôlé, bien évidemment. Oui, on est très contrôlé, mais c'est bien. Oui. Je me souviens de mon passé à l'inspection de l'armée de terre. Comme on dit, la confiance d'ailleurs n'exclut pas le contrôle, mais l'aspect contrôle nous oblige. Et l'aspect descriptif nous oblige aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même un dispositif où on peut justifier un certain nombre de choses dans le cadre des mesures de protection que l'on prend chez Naval Group. Alors, vous avez exercé un métier d'attaquant, ce qui vous sert beaucoup, puisque vous savez comment travaillent des attaquants étrangers, quelque part. Oui, ayant donc un passé renseignement, on a quand même en tête, de par ce que fait Naval Group et de par le passé renseignement, on sait quand même quelles seraient les appétences de nos adversaires, par exemple, pour aller chercher des secrets de Naval Group. Et on a en tête aussi, de par ma carrière et mes personnels, dont pas mal en viennent aussi de métiers militaires de renseignement, on connaît à travers leurs appétences et leurs objectifs, on imagine aussi leur mode d'action. Donc c'est quand même assez agréable d'avoir ça en tête pour avoir les bonnes réponses par rapport à tout ça. Oui, mais alors là, on parle d'attaques extérieures, sauf que ça peut arriver que des fuites viennent de l'interne, de façon volontaire ou non. Oui, et donc Alexandre, ça, c'est aussi une de vos missions. Déjà, on va revenir sur l'attaque. L'attaque, souvent, par un adversaire qui cherche du renseignement, qui cherche à atteindre la réputation, elle est souvent permise par des fautes humaines internes. On a appuyé sur le mauvais bouton, on a cliqué sur la mauvaise pièce jointe, et patatras. Ensuite, ce qui peut arriver souvent dans une entreprise de défense, mais dans d'autres entreprises, c'est que de l'information parte de l'entreprise vers l'extérieur, et c'est parfois très embêtant, ça nuit à la réputation, première chose, ou deuxième chose, parfois, c'est des secrets qui partent, parce que des gens n'ont pas fait attention. Donc ou parfois, ça peut arriver dans des entreprises, c'est que des gens sciemment partent avec des éléments parce que ils veulent soit nuire à leur ancienne entreprise, ou parce qu'ils estiment vouloir emmener avec eux leur vie et leur œuvre. Bon. Donc effectivement, il faut veiller à ça, et on a tout un dispositif aussi, comme toutes les autres entreprises, je pense, qui montent en puissance par rapport à ça. Quelle technologie vous utilisez justement pour vous aider dans toute cette surveillance, cet espionnage possible? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place depuis que vous êtes arrivé? Est-ce qu'il y a des choses que vous guettez et sur lesquelles vous travaillez en réflexion? Alors, sur le sujet de la protection des systèmes d'information, donc nous, chez Naval Group, on a une direction cyber qui conçoit et qui conduit et coordonne un plan de protection de l'informatique de Naval Group contre les agressions extérieures. Et nous, dans la direction de la sûreté, on y contribue parce qu'on a un certain nombre d'éléments qui dépendent de la direction de la sûreté qui doivent, dans le cadre de ce plan, monter en puissance. Première chose. Par exemple, on a ce qu'on appelle un SOC qui permet de surveiller l'informatique de Naval Group contre les agressions extérieures, qui dépend de la sûreté, qui monte en puissance. Et là, c'est la direction cyber qui regarde la bonne montée en puissance du SOC. Ensuite, on a des moyens techniques qui montent en puissance aussi pour éviter la perte de données. Pour revenir à ces histoires d'inadvertance ou de malveillance interne, ça peut arriver. Donc on a tout un dispositif qui permet de détection automatique en quelque sorte pour voir si les gens ont des mauvaises pratiques, ça peut arriver, ou des systèmes où maintenant, j'allais dire dans une entreprise comme Naval Group, c'est franchement pas un secret et ça se fait quasi partout ailleurs dans les entreprises assez sensibles. On a par exemple bloqué les ports USB, c'est-à-dire chez Naval Group, vous rentrez une clé USB dans un système, le système va se mettre en alarme. D'accord. Elle ne va pas marcher, la clé USB, et le système va dire « Tiens, monsieur, vous avez rentré une clé USB ».
Voilà, donc on a des systèmes comme ça qui se mettent en place. Quels sont, pour terminer, ceux sur lesquels auxquels vous réfléchissez? Est-ce qu'il y a peut-être un peu de biométrie dans l'air? Oui, alors ça c'est pour l'aspect protection que seules les personnes ayant le droit d'y rentrer rentrent à la fois dans nos emprises à titre général et dans certains locaux réservés. Donc on étudie beaucoup des systèmes que je vais caractériser comme redondants, c'est-à-dire on va rajouter en plus du système classique qui est la lecture de badge pour que la porte s'ouvre, pour éviter que quelqu'un se serve de votre badge en quelque sorte. On étudie beaucoup, notamment pour les locaux réservés, des systèmes de biométrie, où là on sera sûr que c'est bien vous qui rentrez dans le local à accès réservé, et rien que vous. Voilà. Dernière question, rapidement. L'ultime chantier, ou en tout cas le futur chantier chez Naval Group, c'est quoi? C'est d'arriver à manager justement, à associer l'humain et la technologie? Oui. C'est ça? Oui. Et comment procéder? Là, c'est souvent en sûreté, on a d'un côté ce qu'on appelle les agents dits de surveillance. C'est une chose. Et d'un autre côté, on a un dispositif technique, c'est-à-dire ce qu'on va appeler assez basiquement les caméras, les lecteurs de badge. Arriverait par exemple la biométrie. Moi, je me suis aperçu quand j'ai pris mes fonctions qu'il serait agréable d'étudier tout ça ensemble, l'humain et le technique, pour en tirer le meilleur parti. Et aussi, puisqu'on est une entreprise, on doit aussi éviter des dépenses superflues, dans un souci d'économie, c'est-à-dire à la fois faire mieux en conjuguant bien les deux et en même temps, et si possible, pour moins cher. Merci beaucoup Bruno Dan. Alexandre, d'être venu sur le plateau de News Sécurité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.